Salut Olivier, Salut Mickaël, ça va? ça va, merci. Bienvenue dans Click, le podcast qui décrypte les stratégies des éditeurs de sites, de la monétisation et du SEO. Comment ça va? Super. Écoute, je suis ravi d'être là Ouais. et Euh, d'échanger est-ce, avec toi. est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Olivier Barbin, j'ai 49 ans, je dirige un groupe d'agences de communication à Bordeaux, Niort, Poitiers, Annecy. Et j'ai lancé en 2011 un site qui était un blog initialement, qui s'appelle Je suis papa, qui est un média dédié à la parentalité. Donc ça va faire 13 ans du coup que tu tiens Ouais, Je suis papa, c'est ça? ouais, c'est l'âge de ma fille. En fait, le premier post est sorti le jour de la naissance de ma fille. Alors, il était programmé, évidemment, parce que j'avais un peu autre chose à faire ce jour-là, mais c'est le cas. Le 31 mai 2011. Ok, comment ça s'est venu cette idée? Tu t'es décidé déjà avant de lancer Je suis papa ou c'est ton Mais pas du premier? tout, pas du tout. L'origine du truc, alors, c'est un peu long là, ce que je vais te raconter, mais fin des années 90, au milieu des années 90, je suis en école de journalisme et le boss de ma promo me prend à part un jour et me dit, écoute, j'ai envie que tu t'engages davantage. C'est pas bien ce que tu fais en conférence de rédaction. Tu t'appuies toujours sur les analyses d'experts, etc. Et j'ai envie que tu dises je à un moment. J'ai envie que tu me dises, moi je pense ça, j'ai ce regard-là sur cette actualité-là. J'ai envie que tu prennes le risque. Et, euh, et ça m'est resté dans la tête, ça. Pendant une quinzaine d'années, j'ai donc été journaliste et puis responsable dans une agence éditoriale et j'écrivais pour les autres. Et puis à un moment, je me suis dit, non, mais il faut que je bosse là-dessus. Il faut que je trouve un sujet sur lequel je puisse m'exprimer librement en trouvant comme chambre d'écho mes tripes, en quelque sorte. Et puis la naissance de ma fille est arrivée. Et je ne sais pas si tu as des enfants, je pense que dans ton public, il y a des parents ou des jeunes parents. Et ben, moi, l'effet que ça m'a fait, c'est quand même une sacrée boule au ventre. Et j'ai eu beaucoup de choses à dire. Et bah, c'est comme ça que le blog est né et que j'ai réussi à écrire en utilisant le jeu, en me racontant. Ça, c'était quelque chose d'assez essentiel pour moi, probablement anodin pour tous les lecteurs, mais essentiel pour moi. Écoute, ouais, j'ai une petite fille de 2 ans, donc je vois tout à fait ce que ça donne. Et quand tu as lancé ton blog, il n'y avait pas du tout de velléité business à l'origine, c'était quelque chose que tu faisais pour toi. Mais ouais, mais pas du tout. En fait, je l'ai vraiment fait que pour moi. Je l'ai appréhendé comme ça. J'avais aucune notion de l'influence, de la production de contenu sur le web, etc. Je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Euh, Dans l'agence dans laquelle je travaillais, un jour à la pause, à midi, je suis allé voir le commercial de l'époque, qui est un peu un touche-à-tout dans le digital. Et je lui parle de mon envie d'écrire. Et il me dit, tiens, t'as qu'à faire un blog. Je faisais des carnets jusque-là sur papier. Il me dit, t'as qu'à faire un blog. Si tu veux, je te le monte. On fait un WordPress et puis c'est parti, quoi. Et hop, en quelques jours, il s'y est mis. Et Je suis papa est né comme ça d'un truc ultra perso, quoi. Pour donner un peu de contexte, au top de sa forme, c'était combien de personnes qui travaillaient sur Je suis papa? À temps plein, il devait y avoir 3 ou 4 personnes, plus des free qui travaillaient autour des devs, des experts SEO, etc., etc. Donc, tu es passé d'un blog que tu as fait dans ton coin pour toi-même à un business sur lequel tu étais capable de recruter à plein temps plusieurs personnes. Ouais, en 13 ans, ouais. Et sans aucun objectif dans ce sens-là. Et comment tu fais en fait, parce que quand tu lances un blog comme ça dans ton coin, tes premiers lecteurs, c'est les gens que tu connais. Comment tu passes d'un blog avec une petite audience pour ton entourage, tes proches, à quelque chose de plus gros qui touche une audience nationale? C'était vraiment particulier parce que effectivement, j'avais quelques proches qui le lisaient, mais je l'ai dit à très peu de personnes en vérité. Parce que dans ce blog, je me livrais vraiment. Je racontais une partie de moi que je raconte pas dans ma vie de tous les jours, ou que je racontais peu. Euh, donc franchement, mes premiers posts, ils faisaient 20 vues ou 30 vues, ou voilà.
Et puis je m'en foutais en vérité, parce que moi, ce qui m'importait, c'était d'écrire ce que j'avais à dire. Donc pour moi, la mission a été accomplie à ce niveau-là. Et puis quand même, j'étais curieux parce que je travaillais dans une agence et à un moment, je me suis dit, tiens, on va connecter avec les réseaux sociaux. Et puis c'est là que j'ai découvert un truc que j'imaginais même pas. Moi, c'était le monde de l'influence parentale, avec déjà beaucoup de blogueuses mamans et quelques blogueurs papas à l'époque. Et du Voilà. coup, c'est quoi l'étincelle qui fait que tu passes d'une audience mesurée j'imagine qu'à un moment, l'audience a explosé. Tu as dû avoir vraiment un turning point où tu t'es rendu compte que tu passais à un autre niveau. Pour toi, c'est quoi le déclencheur qui t'a permis de passer ce niveau? Bah, il y a ça, hein. Il y a ce monde de l'influence dans lequel j'ai été. Tu vois, quand on est quelques papas blogueurs dans un océan de blogueuses mamans, bon, ouais, forcément, on est visible. Donc ça m'a beaucoup apporté. Les réseaux sociaux m'ont pas mal apporté pour créer une communauté de jeunes parents qui étaient en recherche d'un d'un espace sur lequel s'exprimer sans culpabilité. Donc tout ça, c'est venu. Et ensuite, les marques sont venues petit à petit pour faire une opération, 2 opérations, 3 opérations. L'audience a commencé à prendre. Et puis, il n'y a pas vraiment eu de point où on a vu les choses décoller. C'était d'année en année. Tu vois, on est passé à 500, à 5000, 5000 à 20 ou 30 000. On a passé la barre des 50, des 100, et puis hop, c'était parti. Enfin, quoi. Et 200, et ainsi de suite. Ouais, en fait, je pense que tu marques un point sur le fait que euh, la plupart de l'influence dans le domaine de la parentalité, c'était surtout les femmes. Et, et une des choses qui permet souvent aux éditeurs, aux influenceurs de fonctionner, c'est quand ils apportent quelque chose qui n'existe pas vraiment en fait sur le marché. Et donc, toi, tu apporté un point de vue unique. Et je pense que même aux marques, en fait, ça devait leur plaire parce que c'était différent. Et donc, ça attire l'attention. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que je te dis que c'était même presque assez facile, en fait. Parce que rien que le simple fait d'être papa me donnait plus de visibilité que beaucoup de blogueuses mamans qui étaient par ailleurs très talentueuses aussi. Donc, bon, voilà. Bon, mais je veux dire, j'ai joué de ça comme n'importe qui l'aurait probablement fait. Enfin, j'ai même joué de ça de manière complètement naïve puisque j'avais aucune idée de ce qui allait arriver, quoi. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça la clé du succès de Je suis papa, c'est que j'avais aucune idée de où ça allait. Moi, j'avais juste une envie, c'est de créer quelque chose de sincère et d'authentique. Voilà. Que ça trouve de l'écho, voilà, c'était super, c'était la cerise sur le gâteau. Mais j'avais aucune idée de ce que ça allait devenir et surtout, je ne l'ai pas envisagé comme ça. Moi, j'ai rencontré pas mal où des jeunes m'ont beaucoup interpellé, soit de manière digitale, soit dans la vraie vie, en me demandant mais comment t'as fait, qu'est-ce que je peux faire moi aussi Et puis ils me disent souvent mais pour gagner de l'argent et vivre de ça. Et je lui dis mais on ne commence pas par ça. Tu commences parce que tu as envie d'écrire quelque chose, tu as envie de dire quelque chose. Ça va potentiellement résonner ou pas. Et peut-être que tu pourras en faire ta vie à un moment et générer des revenus avec ça. Mais ne pense pas qu'il suffit de créer un espace sur le web, que ce soit un blog, un site, ce que tu veux, pour gagner de l'argent et devenir le roi du pétrole. Ça n'existe pas, ça. Alors, tu sais quoi, ça c'est un point commun vraiment avec la plupart des médias avec lesquels je parle et même des gros médias sur le marché. La plupart, ils ont commencé parce qu'ils voulaient un projet à eux, un truc sur lequel s'éclater, soit parce que le sujet les intéressait, soit parce qu'ils voulaient tester leurs compétences en création de sites, en production de contenu. Euh, Tu vois, même Frandroid, je sais pas si tu connais Frandroid par exemple. Euh, les mecs à l'origine, c'était juste des passionnés de tech et d'Android et ils voulaient écrire à ce sujet. Et ils disaient pas, on va devenir un gigantesque média dédié à cet écosystème. Et rares sont ceux qui commencent en se disant ah ouais, ça c'est un bon business, je vais y aller. Parce que tout simplement, en fait, contrairement à quand tu lances un produit, lancer un média, c'est quand même plusieurs années où tu dois travailler sans avoir de retour. C'est un truc, il te faut au moins 2, 3 ans où tu publies constamment et où tu n'as personne qui te lit. Et ça, en fait, c'est dur si tu n'es pas intéressé soit par le projet, soit par le sujet sur lequel tu écris. Mais clairement, mais je pense que ceux qui ont passé le cap aujourd'hui sont ceux qui ont eu cette sincérité dans la démarche. Les autres sont pas allés bien loin. Mais tu sais, tu donnes l'exemple de Frandroid, mais il y en a d'autres. Nous, on est des nains hein, cet univers de l'édition. Moi, je travaille beaucoup désormais avec Florent et Vincent Algieux, donc les fondateurs des numériques. Mais c'est la même idée. Ils sont partis de rien. Ils avaient juste envie d'essayer, de tenter des trucs.
Et ils sont allés au bout quand même. Moi, je suis allé visiter leur studio de test, etc. Vraiment, c'est un truc incroyable. Ils ont professionnalisé ça d'une manière redoutable, quoi. Mais avec toujours la même sincérité et le même cœur. Et c'est pour ça qu'on continue à travailler ensemble aujourd'hui. C'est que vraiment, tout ce qu'ils font, ils le font avant tout avec cœur. Et moi, je crois que ça, c'est l'élément différenciant. Même si on est très loin du ROI, etc. Mais pour moi, c'est l'élément différenciant. Et il y a un truc aussi, c'est que quand tu commences à devenir plus gros, tu as un peu deux choix quand tu es un média. Soit tu te dis, OK, je continue à être solopreneur et j'optimise à fond, j'essaie de tout faire moi-même. Tu sais que ça va te bloquer pour te développer, mais en même temps, ça va te permettre de maîtriser à 100% tes coûts, de rester hyper lean, de rester dynamique et aussi de t'adapter, tu vois, aux événements. Ou alors, tu fais le choix de te développer, de recruter. Et dans ce cas, tu apportes quand même beaucoup de complexité à ton business. Ça te donne aussi beaucoup de responsabilités par rapport aux gens que tu recrutes. Et, et ça te rend très sensible aux aléas du marché, du SEO, du trafic, de plein de choses. Euh, Toi, tu as plutôt fait le deuxième choix, du coup, vu que tu as décidé de recruter. Déjà, combien de temps ça t'a pris pour faire ce choix? Et est-ce que ça t'a aidé? De quelle manière? Pourquoi? En fait, qui tu as recruté déjà pour Hum. remplir quel rôle? Ça s'est passé en deux temps. D'abord, il y a eu la prise de conscience que il fallait repositionner Je suis papa. Euh, le blog, c'était plus possible. Un blog, c'est un support personnel dans lequel on parle de soi. À un moment, je me suis rendu compte que je générais tellement d'audience que j'avais une vraie responsabilité éditoriale face aux gens qui me lisaient. Il faut quand même se rendre compte qu'on recevait des messages régulièrement de jeunes parents qui étaient en détresse, qui avaient des vraies questions sur l'accompagnement de leurs enfants. Et à un moment, on s'est dit, non mais attends, moi je suis qu'un blogueur, je suis aidé effectivement par une équipe, mais de gens qui ne sont pas des experts. De quel droit est-ce qu'on va te donner des conseils? Et est-ce que vraiment je suis le modèle de père qu'on essaye de me donner, quoi? Il y a eu ça, et puis il y a eu le fait aussi que ma fille a grandi, et qu'à un moment, je me suis aussi posé la question, mais je suis en train de raconter ma vie, mais c'est aussi la sienne. Attention. Et tout ça, mis bout à bout, je me suis dit, là, il faut faire un virage. J'ai besoin de repositionner le site de manière éditoriale pour créer un support qui soit toujours à l'écoute des parents, toujours fait par des parents pour des parents. Ça, c'est une vraie certitude, c'est notre différence. Euh, mais en arrêtant de m'exposer et en arrêtant de laisser penser que je pourrais être le père parfait. Ça, c'est une grosse bêtise. Et voilà. Donc tout ça fait que j'ai repositionné le truc. Et puis, comme en parallèle, l'audience augmentait, on générait beaucoup de revenus, je me suis dit, non mais attends, là, et que moi j'avais d'autres choses à faire, hein. Je rappelle que je gérais un groupe d'agences, quoi. Et je me suis dit, il faut que je me fasse accompagner. Et donc, petit à petit, j'ai enrichi l'équipe. D'abord avec une personne qui a pris la responsabilité éditoriale à ma place, à la gestion des pigistes, l'écriture de contenu, les problèmes SEO, etc. Et puis, je me suis euh, rapproché de développeurs, back, front, pour travailler les différents aspects, créer une API, enfin, voilà, tout un tas de trucs. Je me suis rapproché aussi d'un expert SEO pour pouvoir retravailler un peu le site, pour améliorer les choses. Bon, voilà, il y a quelqu'un qui est arrivé pour plus travailler sur l'aspect communautaire. Bon, bref, petit à petit, voilà, on s'est enrichi d'une équipe. Bon, voilà, après tu veux que je parle tout de suite du reste de l'histoire ou... Non, mais du coup, quand tu prends une équipe finalement qui s'adresse à toutes les problématiques, enfin, moi, mon quotidien, c'est ce que tu dis, c'est gérer du contenu, c'est la partie technique, c'est le SEO. Quand tu as des gens qui prennent ça en charge, quel rôle il te reste finalement pour le média? C'est juste de chapeauter tout ça et d'avoir une vision. Ouais, c'est la vision. Moi, je suis le garant, enfin, parce qu'aujourd'hui, on a changé le fonctionnement, mais j'étais le garant de la vision. Je le suis toujours, globalement. C'est moi le garant de la vision. C'est moi qui valide d'un point de vue éditorial. C'est moi qui valide quelle est main sur toute la monétisation. C'est moi qui valide la stratégie réseaux sociaux. Enfin bon, voilà. C'est moi qui valide tout, qui coordonne tout ça, qui manage l'équipe. Bon, voilà. J'ai un rôle un peu plus en hauteur, mais quelque part, tu sais, quand tu as écrit pendant des années et des années, à un moment, moi, s'engager aussi dans d'autres tâches pour faire avancer ton projet, mais aussi découvrir d'autres talents que tu n'as pas eu encore l'occasion d'exercer, c'est chouette aussi, quoi. Et c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Moi, j'aime bien rebondir, avancer, apprendre d'autres trucs. Voilà. Et j'ai vraiment beaucoup appris avec Je suis papa et j'apprends toujours d'ailleurs. Ok. Et tu disais du coup que en effet, tu étais passé
d'un média ultra personnel qui finalement était, c'est toi que tu vendais, enfin, que tu présentais, Ouais. à un média, on va dire, plus sans identité, sans visage. Euh, Ça va un peu à contre-courant de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, où avec l'explosion de l'intelligence artificielle, les gens se raccrochent à des vraies personnes parce que de plus en plus de contenu qui est créé en ligne devient totalement anonyme et créé par des IA. Et finalement, le dernier rempart qui permet aux gens de croire ce qu'ils lisent, c'est de se connecter à quelqu'un. C'est de savoir qu'il y a une vraie personne derrière. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, tu penses que c'était un bon move pour toi de passer de je suis papa Olivier à je suis papa média parentalité? Et franchement, je me suis posé cette question. C'est intéressant comme question parce que euh, j'ai donc été influenceur. J'ai vécu la vie à petite échelle. Hein. Je ne suis pas Nabila, ni je ne sais qui. Mais, oui, je suis allé à Dubaï. Oui, j'ai fait des OP pour des grosses marques. Bon, voilà, j'ai fait plein de choses. J'ai fait voyager, etc. Super. Peut-être j'aurais dû continuer ça. Peut-être j'aurais dû continuer ça parce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut incarner la parole. En tout cas, ça marche quand on incarne la parole. Hugo Décrypte, par exemple, extrêmement intéressant comme personnage parce que lui, il arrive à incarner l'actualité. Là où Ouest de France, Le Monde et d'autres traitent l'actualité de manière factuelle avec une vision ultra journalistique, un peu consensuelle, mais voilà, qui est claire, qui a fait ses preuves. Hugo Décrypte, il révolutionne ça, mais il incarne ce qu'il raconte. Donc c'est vrai, t'as raison. Peut-être j'aurais dû. Franchement, j'ai pas eu les couilles. J'ai pas eu les couilles parce que j'ai pas envie. Encore une fois, j'ai pas envie d'être le modèle. J'ai pas envie de me mettre en avant. Moi, je suis pas une star. Je sais pas faire ça, faire le beau à l'écran, etc. C'est pas mon truc. Moi, j'aime bien vivre caché. Alors voilà, j'ai pris le risque. Je me suis dit, bon, quoi? C'est quoi le truc? Je veux dire, je suis papa. C'est pas de ça que je vis. Ça concourt aux revenus des agences que je gère, mais ça ne nous empêchera pas de vivre. Je veux que ça reste un plaisir. Je ne ferai pas ce que j'ai pas envie de faire. C'est mon terrain de liberté et je l'envisage vraiment comme ça. Mais c'est peut-être pour ça qu'on ne va pas aussi loin, aussi haut qu'on aurait pu aller à un moment. Et d'autres influenceurs parentaux ont réussi ce truc et voilà. Ok, chacun son truc. Mais c'est volontaire. Et tu vois, le dernier épisode que j'ai fait, c'était avec Alexandre du site Le Manouche, qui est un site dédié au design industriel, dont 100% de son trafic, c'est des gens qui ouvrent leur navigateur, qui tapent Le Manouche et qui vont sur le site. Donc, le mec est ultra indépendant de toutes les sources d'acquisition, que ce soit réseaux sociaux, SEO. Euh, Toi, dans ton cas, ton mix de trafic, c'est quoi? Est-ce que c'est majoritairement des gens qui font des recherches sur Internet? C'est majoritairement des gens qui sont des habitués, qui connaissent bien ton site et qui viennent lire régulièrement? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Pendant très longtemps, on avait un mix euh, SEO, référencement, qui était pour nous 80% du trafic et puis 20% réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça a beaucoup diminué bon, pour les raisons qu'on connaît, algorithmiques, etc. Bon, ok. Et notre trafic est devenu quasiment c'est le trafic Google, quoi, clairement. Euh, et puis ça a été bousculé ces dernières années, là, sur les 4, 5 dernières années, parce qu'on a pris des core updates frontalement et que ça nous a dépositionné, que ça a remis en cause notre stratégie d'acquisition. Pour être je te donne un exemple. Euh, Poussette tout terrain, pendant très longtemps, on était premier. Aujourd'hui, on doit être 30 ou 40e. Meilleur poussette tout terrain, on est premier. Donc en fait, si je résume un peu, Google nous a déréférencé sur les mots-clés stars, poussette naissance, poussette tout terrain, biberon, machin, pour nous mettre sur meilleur plus le mot-clé. C'est pas tout à fait le même trafic. Mais du coup, Poussette tout-terrain, c'est qui s'est positionné en premier? C'est des C'est des marchands. concurrents ou C'est des c'est des marchands. marchands? Ouais. Euh, En fait, Google a vraiment, c'est très facile à analyser. Google a repositionné, alors qu'avant, on arrivait, nous, à se positionner, nous, éditeurs de contenu, à se positionner sur des mots-clés stars comme ça, Google a repositionné tous les marchands pour mettre les éditeurs de contenu sur des mots-clés de longue traîne. je fais exactement la même observation. Tu vois, nous, on a été hyper longtemps numéro un sur Box Beauté. Aujourd'hui, quand tu tapes Box Beauté, les 10 premiers résultats, c'est des Box Beauté, c'est plus des médias. Et en effet,
Google a décidé sur des mots-clés sur lesquels il n'y avait pas une intention évidente de comparaison, de positionner des e-commerçants plutôt que des médias. Et ça a chamboulé partout dans le monde les business models parce que finalement, comme tu le dis, il y a quand même beaucoup plus de gens qui tapent box beauté que meilleure box beauté. Et pareil pour le cas des poussettes. Du coup, c'est vrai que pour nous, il ne nous reste plus que des requêtes qui sont vraiment très, très intentionnistes dans la comparaison. Et ouais, ça a impacté tous les médias. Euh, ok, ouais, Mais donc ça nous a vraiment déstabilisé, ça nous a déstabilisé très durement. Ça nous déstabilise toujours aujourd'hui et ça nous pousse à réinventer notre mix de revenus voilà, pour les années à venir. Très clairement. en parlant de mix de revenus, du coup, comment tu as commencé déjà? Quelles ont été tes premières actions pour monétiser Je suis papa au début? Et comment ce mix de monétisation a évolué au cours du temps? Ben, tu sais, au début, donc déjà, j'avais aucune idée qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça, donc c'est une belle surprise. Très clairement, des agences ou des marques sont arrivées et puis m'ont dit, tiens, est-ce que ça t'intéresse de faire, de tester tel produit, de tester, et franchement, de tester tel produit. Au début, moi, j'étais super flatté. Je l'ai fait gratuitement et d'autres premières fois. Puis quand même, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais ça, c'est quoi les délires là? Là, je deviens panneau publicitaire à bon compte, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de structurer un petit peu cette relation pour faire en sorte de préserver ma ligne éditoriale, d'une part, et puis pour avoir des relations saines avec les partenaires. Et donc voilà, j'ai fait un premier article sponsorisé, un deuxième, un troisième, commencé à être invité dans des événements, à faire des opérations spécifiques, puis ça monte comme ça, quoi. Repéré par des médias, j'ai pas mal travaillé avec Parole de Maman à l'époque, j'ai écrit pour d'autres supports, j'écrivais pour Evian, enfin bon voilà, donc tu vois, step by step comme ça, en rebondissant sur des opportunités qui arrivent directement dans ma boîte mail. Donc ça, c'est des Et opérations puis à spéciales. un moment, Ouais. ouais, des opérations spéciales. Puis à un moment, tu sais ce qui se passe. Euh, la maman de ma fille, donc ma compagne de l'époque, me dit, notre fille était petite, hein, toute petite, me dit, tiens, en rentrant du boulot, arrête-toi au magasin de puriculture et va acheter des tétines pour le biberon, on en a pas assez. Ok, moi, très, pas de souci, quoi, je fais le job. J'arrive dans le magasin de puriculture et là, je tombe sur un mur de tétines. Tétines en silicone, tétines en latex, tétines au débit vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3, tétines physiologiques, tétines rondes, tétines je sais pas quoi. Et moi, j'étais là, mais moi, je veux juste une tétine pour ma fille. Et je me suis dit, non, mais attends, ce truc, il y a quelque chose à faire là. Là, il faut accompagner les jeunes parents. C'est pas possible qu'on soit perdu devant le rayon tétine, mais qu'on soit perdu aussi devant le rayon poussette, devant les lits parapluies, devant n'importe quoi. Les fabricants ont tellement inventé, ont tellement développé le marché de la puriculture que ça devient incompréhensible pour des gens qui découvrent la parentalité pour la première fois. Et donc, on a commencé à lancer des sélections shopping, top 10, des poussettes, etc., etc., quoi. Et du coup, de se lancer dans l'affiliation aussi par ce biais-là. Et c'est comme ça qu'on a découvert l'affiliation. Et c'est aussi comme ça que notre modèle éditorial a peu à peu basculé. Parce que je me suis très vite rendu compte que les jeunes parents étaient très à la recherche d'accompagnement dans leur décision d'achat. Voilà. Donc et donc petit à petit, affiliation, jusqu'à ce que l'affiliation représente l'essentiel de nos revenus, plus de 90%. Parce que entre-temps, on a baissé les opérations spéciales avec les marques pour préserver notre indépendance éditoriale. Et puis, on a fait des tests d'ads, de display, mais toutes les agences avec lesquelles on a travaillé ont essayé de transformer notre site internet en sapin de Noël et on a fini par dire non et on a supprimé ça. Donc l'affiliation est devenue notre revenu principal. Pour nous, c'est super parce que ça préserve l'expérience utilisateur. Pas de pub partout, pas de public reportage, etc. ou peu. Ça préserve notre identité éditoriale, pas de compromission, ce qu'on choisit, ce qu'on veut mettre en avant. Et puis, c'est gagnant-gagnant pour la marque qui n'investit qu'à la performance. Donc, c'est quand même un super modèle. Très bien. Jusqu'à ce que les core updates de Google remettent en cause gravement ça. Alors, je te dis les core updates, mais oui, les core updates remettent en cause ça, mais aussi les ad blockers, mais aussi le modèle du last click dont tout le monde abuse allègrement, mais aussi la déduplication, et puis gravement les bannières à cookies, le RGPD c'est un peu c'est le coup de grâce, quoi.
Et puis, personne s'en soucie. C'est quand même assez fou de se rendre compte que mes partenaires privilégiés sont assez peu nombreux à se demander si on n'est pas en train de mettre en danger les éditeurs. Là. Ouais, je pense, en fait, c'est un constat que je fais aussi. D'ailleurs, je t'ai partagé un post LinkedIn sur le sujet. J'avais écrit sur le fait que, en fait, au cours du temps, notre gain par visiteur envoyé vers un annonceur, on l'a vu baisser. Et bon, clairement, la bannière cookie, je pense que ça a été le pire en termes d'impact. Parce que tu vois, si tu suis les dernières règles de la CNIL, théoriquement, l'annonceur, il n'est pas censé déclencher le tracking si le visiteur ne valide pas, en fait, qu'il accepte d'être traqué. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas le suivre, donc on ne peut pas te commissionner. Mais je ne sais pas dans le cas de ton site, mais moi, par exemple, sur mon site, le taux d'acceptation de la bannière cookie, il est d'à peu près 75%. Ouais, mais je pense Euh, même que t'as un bon score. Je pense que tu as un bon score. Ça veut dire que tu perds 25% de Ouais. commission, du coup. Et en fait, nous, tu vois, on a travaillé avec au bas mot euh, plus de 300 annonceurs en affiliation. 300 annonceurs différents. Euh, je pense pas qu'il n'y en ait un seul qui m'ait vraiment dit, écoute, voilà, on a mis une nouvelle bannière cookie pour suivre les règles de la CNIL. On a noté que voilà l'impact, donc voilà ce qu'on te propose. Ça m'est jamais arrivé. Euh, et de la même manière, je pense pas avoir eu une plateforme d'affiliation qui est venue nous dire, voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce qu'on est en train de mettre en place pour contrebalancer ça. Ça m'est pas arrivé non plus. Et comme tu dis, après, il y a plein d'autres éléments. Tu as les bloqueurs de pub, tu as le cross-device, c'est-à-dire les mecs qui commencent à découvrir un produit via ton site sur leur téléphone, qui rentrent chez eux, qui l'achètent sur leur ordinateur. Il y a plein de choses qui fait que finalement, euh, il y a quand même un doute qui s'installe dans la tête de l'éditeur sur est-ce que je suis payé à ma juste valeur quand j'apporte du trafic à mes annonceurs en affiliation. Après, malgré tout, il y a quand même des bons joueurs, hein. Il y a des bonnes marques qui font le job bien mieux que d'autres. Alors, je vais tempérer un peu. Moi, j'en discute sincèrement depuis plusieurs mois avec Affiliae. Vraiment, on s'est rencontrés là il n'y a pas longtemps parce qu'on n'est pas loin et moi j'ai des bureaux à Bordeaux aussi, donc voilà. Euh, on a pas mal discuté de cet aspect-là. Ils s'inquiétaient de savoir comment est-ce que nous on réagissait face à ça. Ils se demandaient quelles étaient les solutions pour nous accompagner, pour faire en sorte que cette répartition de revenus elle soit malgré tout préservée. Donc il y avait un questionnement chez eux. Mais c'est vrai que globalement, je te rejoins. Personne ne se questionne trop parce que personne n'a vraiment à y gagner, en tout cas à court terme. Euh, mais c'est un peu scier la branche sur laquelle les marques sont assises et les agences. Enfin, moi, je pense que c'est une stratégie suicidaire à long terme parce que les éditeurs vont très vite se détourner de l'affiliation. Après, on a, nous aussi, une responsabilité en tant qu'éditeur, c'est que notre secteur, il est quand même extrêmement fragmenté. À part quelques éditeurs extrêmement gros qui peuvent faire reconnaître leur voix, le fait qu'on soit tous des indépendants dans notre coin fait que on n'est pas audible. Tant qu'on ne sera pas regroupé, qu'on n'aura pas mis en place des actions de masse pour faire comprendre quel est le poids des éditeurs, qu'est-ce qu'ils représentent, quels sont les dangers auxquels ils sont exposés et qu'est-ce qu'il faut changer, personne n'écoutera. C'est évident. Ouais. Euh, donc Faudrait en être con plus, quand même. Tu étais une marque, tu gagnes de l'argent et tu n'as même pas besoin de commissionner la personne qui t'a apporté l'affaire. Je veux dire, court terme, les marques, elles y voient leur avantage, hein, elles bah, payent clairement, moins. Enfin, clairement. Mais à long terme, je pense qu'elles se mettent une balle dans le pied, très clairement. Très clairement. C'est dangereux. ouais. Et donc, tu as les opérations spéciales que tu fais un peu moins. L'affiliation, est-ce que tu as trouvé d'autres méthodes, on va dire, qui sortent des classiques, qui te permettent d'avoir un revenu additionnel? Non, je vois bien où tu veux m'emmener. Non, on a été assez classique. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe chez nous, là, en 2025? L'affiliation va représenter de moins en moins dans notre mix de revenus. On va y mettre de moins en moins d'énergie parce que ça nous rapporte plus suffisamment euh, pour pouvoir, ne serait-ce que payer les efforts qu'on met en œuvre pour valoriser les produits qu'on a envie de valoriser. Donc ça n'a pas de sens. On va revenir un peu plus aux opérations spéciales parce que c'est un vrai, euh, ça a un vrai levier d'acquisition de revenus et puis que l'on fait de manière assez honnête avec quelques marques avec lesquelles on s'entend vraiment bien. On a rentré à nouveau l'Ads
parce qu'on travaille aujourd'hui avec une régie, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est Aditi, la régie de Ouest France, avec lesquelles on a une vraie collaboration de proximité. Et puis, on s'est rencontrés pour ça, Michael. Enfin, on s'est rencontrés, on s'est croisés sur LinkedIn pour ça. La question du CPC nous intéressait depuis de longs mois. On a travaillé un peu au CPC avec Oxybul via Affilae, où on avait un mix CPA-CPC qui permettait de compenser justement ces pertes de tracking. Et puis toi, tu es arrivé en accrochant sur les questions qu'on a évoquées tout à l'heure, là, de changement de nos modèles et de la pertinence du CPC. Et alors, c'est encore des balbutiements, hein, on met un lien par-ci, par-là, on teste, mais on est en train de réfléchir à de nouveaux encarts sur notre site pour faire apparaître des partenaires de manière vertueuse, authentique dans la parole, mais qui vont nous permettre de générer un revenu supplémentaire, enfin complémentaire à ce qu'on fait déjà. Promis, j'essayais pas de te diriger vers ça. Non, non, en effet, donc tu commences à utiliser la solution Linkaway pour mettre en place des partenariats en direct au clic depuis peu. Mais en effet, c'est tellement récent que pour l'instant, en fait, on n'a pas encore le recul pour pouvoir correctement traiter de ce sujet. Mais par contre, je pensais à d'autres, par exemple, avec d'autres médias avec lesquels j'ai parlé. Tu as, alors le premier que je vois, et d'ailleurs, nous, on a été clients de ce genre de choses, c'est la formation. Tu vois, quand tu deviens parent, euh, franchement, il y a des sujets sur lesquels tu galères. Moi, je t'en donne deux évidents, par exemple, le dodo et les repas. Ces deux trucs, franchement, quand tu es un parent, en fait, tu te poses mille questions, tu comprends pas pourquoi ça marche pas, pourquoi. Et nous-mêmes, pour te dire, à un moment, on a fait appel à une spécialiste du sommeil qui est venue dormir 2 jours chez nous pour nous aider là-dessus parce qu'on galérait. Et, et en plus de ça, on a regardé plein de sites et il y a plein d'influenceurs en fait qui vendent des formations sur la nutrition et le sommeil. Et il y a plein de sujets, hein, mais là, c'est les deux sujets, je pense, qui sont quand même les plus importants quand tu deviens parent. Euh, c'est pas quelque chose que tu as essayé de faire, de proposer des contenus pour accompagner les parents? T'as vu, t'as dit un truc, bah si, on le fait déjà sur le site, mais à l'écrit. Mais t'as dit un truc important là, t'as dit influenceur. T'as dit c'est les influenceurs là qui font des formations. On se lancera pas là-dedans. Non, non. On a fait des contenus vidéo un peu pour des chaînes. On fait des tests. Ok, c'était sympa, je mets bien. On s'est reposé la question là récemment. Peut-être que les vidéos, on va le faire à un moment. On attend, il faut juste qu'on ait le temps. Par contre, de transformer ça en formation en faisant payer des jeunes parents, c'est pas notre. Je me sens pas. Je crois qu'on n'est pas suffisamment légitime pour ça. Voilà. En tout cas, pour le moment. Tant qu'on n'aura pas trouvé la légitimité pour ça, la manière de le faire, le dispositif, euh, proposer quelque chose de plus original, de différent, voilà, on va pas se suivre. Ça n'a jamais été notre envie. Par contre, tu vois, on a il y a des leviers de monétisation un peu externes qui existent. Alors, on génère du contenu, nous on fait du contenu pour d'autres marques ou sites internet qui ont pour sujet la parentalité en marque blanche. Voilà, ça, on génère du revenu. Euh, Via les agences du groupe que je dirige, on peut accompagner les marques bien au-delà de la simple mise en avant d'un contenu sur Je suis papa. Euh, j'ai écrit des livres. J'ai été édité par Hachette, par Le Duc. Voilà, ça aussi, ça nous a généré des revenus et de la visibilité. Donc voilà, des petites opérations parallèles, mais sans aller sur un truc marketé, construit, un vrai produit. Nous, notre métier aujourd'hui, c'est de faire du contenu et d'essayer enfin, faire un contenu gratuit, un peu classique, certes, mais qui nous correspond. Voilà. Maintenant, c'est ce que je pense maintenant. Demain, je rencontre quelqu'un qui me dit, waouh, on va faire un cycle de formation. Tiens, ça rend le truc légitime, ok? Et ça va être différent. Hop. Et demain, je vais peut-être te dire le contraire parce que je suis quelqu'un d'un peu opportuniste quand même. J'aime beaucoup rebondir sur les rencontres et les idées des uns et des autres. Donc rien de fermé, mais question de légitimité. Mais tu vois, c'est un peu la question aussi que se posait, tu vois, Alexandre du site Le Manouche, avec qui je discutais avant, il a commencé par faire des formations très spécifiques sur le domaine sur lequel il était compétent.
parce qu'il y avait un problème de légitimité sur les autres sujets. Et puis à un moment, il a commencé à faire appel à des spécialistes sur chaque sujet en question pour faire des contenus dédiés. Et, euh, et donc finalement, la légitimité, tu l'as. Tu as publié des bouquins, tu as un site depuis plus de 10 ans sur le sujet. Tu peux très bien faire appel à des spécialistes du domaine, soit leur acheter des cours au format vidéo, soit faire un système de revenus cher et proposer du contenu qui est ultra légitime parce que créé par un spécialiste. Ouais, Enfin, c'est une approche qui est assez intéressante. Par ouais. contre, je suis d'accord avec toi sur le fait Mais- que dès qu'on parle cours en ligne, tu as une espèce de red flag qui s'allume parce que c'est un sujet qui a été abusé à un niveau par les influenceurs qui te vendent, qui vont te vendre votre bébé va dormir 7 jours sur 7 sans problème, 1 heure après avoir suivi cette formation, tu sais, avec des promesses irréalisables. Et du coup, toi, dès que tu te mets à vendre des formations, tu as peur de tomber dans cette catégorie de vendeurs de rêve. Ouais, ouais, mais tu vois, mais t'as raison dans ce que tu dis. C'est potentiellement un bon format, quoi. Alors, il nous manque la légitimité. Ok, tu me dis que peut-être, pourquoi pas, vous l'auriez. Ok, très bien. Il va nous manquer un autre truc aussi, c'est la sincérité et l'authenticité de la démarche. Pourquoi on le ferait? Pour gagner de l'argent? Non, c'est pas le sujet de Je suis papa. Je suis papa, c'est pas fait pour gagner de l'argent. Si ça en gagne, tant mieux. Ça nous permet d'améliorer le dispositif, de mieux vivre, de payer des salaires, etc. Ok. Mais on ne bossera pas juste pour gagner de l'argent. C'est vraiment pas le sujet. Et donc, tant qu'on prend pas le plaisir, tant qu'on n'a pas le truc qui nous dit, oh, on va s'éclater à faire des vidéos, à faire une formation, machin, ça se passera pas. Très clairement. Ok. Peut-être ce qui nous Euh, différencie de certains éditeurs, hein, qui ont une vraie démarche marketing à 100%. Mais souviens-toi que moi, c'est pas ce qui me fait vivre. Ça m'a jamais fait. Enfin, si ça m'a. Quand j'ai lancé Je suis papa, au bout de 3 ans, 4 ans, j'arrivais à générer un salaire entier en plus de mon salaire, juste en travaillant sur mes pauses avec Je suis papa. Mais ça a toujours été un plus. Je me suis jamais dit, j'en fais mon boulot et ça va être mon revenu. Non, c'est un plus parce que je veux que ça reste un plaisir, quelque chose d'authentique et de sincère. ok. Ouais, non, tu veux faire des choses qui répondent à un vrai besoin plutôt que simplement être dans une démarche Même de si les monétisation. formations peuvent répondre à un vrai besoin, hein, t'as raison, t'as raison. Mais moi, il me faut il faut que toutes les caches soient causées. Il y a celle de la légitimité, de l'authenticité, de la sincérité, de l'envie, est-ce que vraiment, c'est des questions, il y en a 10 000, quoi, tu vois, mais est-ce que j'ai envie d'apparaître face cam? Est-ce que j'ai envie d'incarner la parole? Est-ce que si c'est quelqu'un d'autre comment on rémunère? Enfin, comment est-ce qu'on travaille? Enfin bon, il y a tellement de questions. C'est pas notre priorité. Mais trouve-moi une idée, on en reparle demain. On va le faire. Ça marche. Et alors, sur l'affiliation également, tu me parlais tout à l'heure de la solution Affilies. Euh, Tu peux m'en dire plus sur qu'est-ce qu'elle apporte à Je suis papa, comment elle fonctionne et comment vous l'avez intégrée sur vos sites? Tu sais, quand on a lancé les top shopping, là, les top 10, poussette cette naissance, etc., on faisait tout à la main. Donc, quand tu mettais en avant un produit, c'est un marchand, il fallait aller le vérifier régulièrement pour vérifier que le lien n'était pas mort, que le tracking était toujours OK, que le produit était toujours disponible. Tout ça, tu le fais à la main. Mais quand on a 200 des top shopping, j'avais quasiment une personne qui faisait ça toute la journée, quoi. Tu vois, c'était plus possible, quoi. Il fallait automatiser ce truc. Et puis, on a testé plein de solutions, ça nous convenait qu'à moitié. On s'est demandé si on n'allait pas développer la nôtre. On a développé à moitié, on a eu créé une API qui nous permettait de générer tout ça, puis d'avoir un suivi avec une console qui nous permettait de savoir quels étaient les liens morts ou pas. Et puis, on a rencontré Florent et Vincent à l'occasion d'un meet-up organisé par Affiliation. Ouais, c'était il y a peut-être 3 ans ou 4 ans. Et quand ils m'ont dit, non mais on est en train de créer une espèce de méta-régie. C'est-à-dire que nous, on a connecté tous les flux de toutes les agences, on maintient, on génère à la volée des tableaux de prix dynamiques qu'on met à jour plusieurs fois par jour avec les produits qui disparaissent, qui réapparaissent, et donc du coup, les marchands qui arrivent dans le tableau, qui en sortent, etc. Tout ça sans qu'on ait besoin d'y toucher. Nous, derrière, on a un tracking pour savoir si un tableau de prix est complètement vide ou pas, et donc du coup, si le produit est disponible ou pas. C'est hyper simple, c'est hyper automatique. Avant, je travaillais uniquement avec Affiliate, Awin, NetAffiliation, Quanco. Bon, c'était les principaux. Quelques autres aussi, mais c'était les principaux.
Aujourd'hui, je travaille avec 2000 marchands et je contrôle même pas. Moi, je dis juste, je veux afficher le produit poussette tout-terrain truc, pour reparler de la poussette tout-terrain, et le tableau de prix se construit automatiquement. Et là, apparaît Verbaudet, apparaît Amazon, apparaît sans que je contrôle quoi que Ouais, ce tu n'as plus soit. à te préoccuper de qui l'a en stock, vers qui tu Non, diriges. tout ça, c'est automatique. Aujourd'hui, je vends des produits électrodépôt. Mais moi, électrodépôt, c'est chez qui? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. J'ai vendu des trucs enfin, on a vendu des trucs de marques, enfin, en tout cas, de e-commerçants qu'on connaissait même pas. Mais parce qu'ils apparaissent dans le tableau de prix, parce qu'à un moment, c'est les mieux placés, ou c'est les seuls à avoir le produit, ou voilà. Ok, tout ça, c'est automatique. On gagne un temps fou. Aujourd'hui, on peut se concentrer sur notre plus-value, créer du contenu, pas mettre à jour un tableau de prix, quoi. Je suis d'accord. En fait, finalement, face aux frustrations récentes qu'on a citées au début de l'épisode sur l'affiliation, pour moi, il y a deux approches qui sont complémentaires. Il y a d'un côté réunir toutes les datas de ton affiliation dans un seul dashboard, ce qui te permet en fait, toi, de pouvoir beaucoup mieux monitorer qu'est-ce qui marche pas, où est-ce que tu as des bons gains par clic. Et d'un autre côté, faire plus de deals en direct avec des marques qui n'ont pas forcément de programme et surtout qui n'ont pas forcément de nécessité de comparer les prix parce que souvent, c'est des marques qui vendent en direct et donc faire des deals en direct avec ces marques. Et donc, ouais, c'est hyper complémentaire. Ouais, et Euh, d'ailleurs, des marques, oui, ça peut être les mêmes marques d'ailleurs, mais elles ont des enjeux différents. À un moment, tu peux avoir un enjeu héroïste, et donc dans les tablettes de prix, mais ensuite, tu as un enjeu de notoriété parce que tu crées un nouveau service. Ensuite, tu as un enjeu SEO, etc., etc. Et donc, OK, on peut travailler, on travaille avec les deux. Après, nous, tu sais, on fait un truc, c'est peut-être une erreur, mais on a tous les tableaux de prix, toutes nos sélections shopping, etc., notre guide produit, etc., il est généré par Affilize. Enfin, il est géré par Affilize. Mais on garde la main sur les opérations spécifiques en direct avec les régies d'affiliation classiques, Affilae, Awin, etc., ou en direct avec l'annonceur s'il veut. Et dans ces cas-là, on a une partie de notre affiliation qui arrive, enfin, du CPA, qui arrive aussi en direct via les régies. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, c'est peut-être une erreur, hein, mais on s'est rendu compte, comme on était les premiers à utiliser Affilize, qu'on était noyés dans Affilize, et que du coup, les régies ne savaient plus où on était, quoi. Voyez nos revenus baisser sur leur propre dashboard, mais ne savaient pas qu'on générait par ailleurs du revenu chez Affilize. Donc, elle pouvait potentiellement avoir une perception erronée de nos performances. Donc aujourd'hui, je garde le lien avec les deux. C'est pour ça que je fais des opéras peu avec les deux pour continuer à discuter avec eux en direct et continuer voilà, à leur partager nos idées, nos envies, etc., etc. Tout en leur cachant pas que on génère aussi des revenus via Affilies pour leur propre programme et d'ailleurs leur donner accès au dashboard pour qu'eux aussi puissent contrôler l'efficacité de ce qui se passe chez Affilies. Mais du coup, voilà, on est un peu entre deux eaux là. Un peu entre deux. pour revenir également sur la partie tracking, tu me disais que donc, tu as eu, comme beaucoup de médias, une période très très forte. Et puis, je pense que c'est peut-être à partir de 2023 que Google a un peu changé ses règles sur toute cette partie guide d'achat. Euh, Comment ça s'est passé? À partir de quand déjà ça s'est passé pour toi? Et comment tu as abordé cette situation? Ouais, c'est ça, 2022, 2023, 2022, je pense. Notre meilleure année, c'est 2022 en termes de chiffre d'affaires et en termes d'audience. Euh, Et puis ça s'est cassé la gueule. Et puis il y a eu les core updates une fois, deux fois, trois fois, tu vois, ces repositionnements de mots-clés, là, ce qu'on disait tout à l'heure. Et on ne l'a pas appréhendé tout de suite. On a laissé. On a vécu sur nos acquis, un peu bêtement. Parce qu'on avait autre chose à faire, parce que, voilà. Ok, ça marchait moins, mais ça marchait. Bon, on s'est pas posé trop de questions. Puis à un moment, j'ai réagi quand même et je me suis dit, de toute façon, on a un problème, c'est que c'était la V3 du site à l'époque. Elle était encore moitié blog, moitié site média, pas totalement repositionnée. On avait fait un virage, mais on l'avait pas totalement fait. Donc, il fallait faire une refonte. À un moment, je me suis dit, ce qui nous arrive là sur notre acquisition de trafic, peut-être que c'est le moment de faire la refonte parce que notre X était vieillissante. Bon, elle était automatisée. C'était une usine à gaz, le truc. Notre socle technique devenait vieillissant. Enfin bon, voilà, c'était compliqué. Et du coup, je me suis dit, on va faire la refonte et on va croiser les doigts pour que derrière, on retrouve notre trafic. On a retrouvé nos perfs. On est bon en vitesse de chargement, les feux sont verts, globalement, SEO, etc. Bon, le trafic, le trafic, on n'y est pas encore. Mais je pense que c'est plus complexe que ça, quoi.
Mais néanmoins, on a eu un gros investissement dans la refonte qu'aujourd'hui porte ses fruits parce que malgré tout, on est hyper fiers de la manière dont le site est, dont le UX est fait, dont le site est présent, dont les infos sont présentées et voilà, de l'expérience qu'on vit sur le site. Je pense que, donc, tu as d'un côté, en effet, Google qui a un peu rabattu les cartes en 2022-2023. Je pense que l'IA a déjà un impact sur votre trafic, sur la manière dont vos concurrents fonctionnent, sur la manière dont vous fonctionnez. Il y a un impact dans le sens où nous on l'utilise, hein. Faut pas te mentir. On l'utilise pour optimiser. On l'utilise pour faire des structures de contenu, pour nous donner des idées. On utilise plusieurs IA. On n'est pas une chapelle, on en a plein parce que elles offrent des intérêts différents. Donc ouais, nous dans notre usage, enfin dans notre métier au quotidien, ouais, ça clairement ça change les choses. C'est en train de changer les choses. Euh, Effectivement, côté trafic, tu sais, c'est amusant parce que là, je discutais avec ma directrice de production là, des agences, donc je fais un aparté, mais bon, faut que tu comprennes. Et elle me dit, tiens, on a un nouveau prospect, tu sais comment il est arrivé? Je dis, bah non, je sais pas. Il a tapé sur le chat GPT, agence web à Bordeaux, et il est tombé sur la nôtre. Et là, je me suis dit, putain, mais là, il y a un truc qui est en train de se passer. Alors pour l'instant, c'est un prospect, mais demain. Donc là, il y a un vrai, et c'est du coup le même sujet pour la parentalité. Si demain mes lecteurs tapent meilleure poussette tout terrain pour reprendre le même exemple dans ChatGPT, ils iront pas chez moi. Ils vont avoir les résultats que ChatGPT va aller piocher chez moi, quoi, surtout. Et c'est ce qu'il fait déjà. D'ailleurs, on retrouve des contenus de Je suis papa sur ChatGPT, effectivement. Donc ça change beaucoup de choses. J'avoue, là, j'ai pas la réponse. Ça me dépasse un peu. Je sais pas. Et c'est ça le problème, en fait, c'est que tu le disais, hein, quelqu'un qui tape agence Bordeaux, il est en recherche d'une agence à Bordeaux. Donc, dans ce cas-là, ChatGPT, c'est ton ami parce que il va pas lui donner une définition des agences à Bordeaux. Il va lui donner quelles sont les agences. Et après, le Ouais, mec mais va il te fait un contacter. choix quand même. Il fait un choix. Et à un moment, j'ai de la chance qu'il me cite parce que nous, on n'a rien fait à ce jour pour optimiser cet aspect-là, quoi, tu vois. Donc, Ouais, mais c'est compliqué dans, ça. dans le cas des poussettes, le mec qui tape meilleure poussette, bah, enfin, tu sais, ChatGPT dit oui, on donne les sources, donc le mec peut cliquer pour en savoir plus, mais soyons réalistes. D'ailleurs, il y a une étude qui a été publiée, t'as même pas 1% des gens qui vont voir les sources, quoi. Parce que C'est mort. ChatGPT te donne déjà une réponse ultra complète. D'ailleurs, je sais pas si tu as suivi la petite actu, mais depuis hier ou avant-hier, ChatGPT Search a été ouvert à tous sans inscription. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un qui peut aller sur ChatGPT sans même avoir de compte et faire une recherche quelle est la meilleure poussette à acheter en 2024 et avoir sa réponse. Et je pense qu'en fait, les usages vont changer et de plus en plus, les gens vont faire ça plutôt que d'aller sur Google. Et ça aussi, donc déjà, tu as Google qui de plus en plus met en avant les e-commerçants. D'un autre côté, tu as les usages des clients qui vont chercher l'information éditoriale via les chatbots plutôt que via un moteur de recherche traditionnel. Euh, c'est pas évident de tirer son épingle du jeu là-dedans, quoi. Non, et là, j'ai pas la solution. Vraiment, j'ai pas la solution. Là, j'en sais rien. Franchement, vers où faut aller, comment? Bah, aucune idée, là. Là, aucune idée. Mais c'est un vrai problème. C'est une vraie question. Ça ne nous touche pas encore aujourd'hui, mais ça pourrait venir plus vite qu'on ne l'imagine, effectivement. Ouais. Euh, on avait également un sujet, j'ai vu que ton site était sur un sous-domaine Ouest France. Hmm. Euh, il me semble que ça fait peut-être depuis le début 2024. Est-ce que tu peux expliquer, en fait, c'est quoi le deal que vous avez passé avec Ouest France pour ça? Quel est votre intérêt? Qu'est-ce que ça vous a apporté? C'est pas depuis le début 2024, c'est depuis fin 2024, hein. On a migré en décembre, donc c'est encore ultra récent. Donc tirer des conclusions, c'est un poil trop tôt. Néanmoins, pour t'expliquer l'histoire, il y a 4 ans en gros, Florian chez West France me contacte, me dit voilà, on est en train de monter un programme partenaire, hein. On s'intéresse à ton site, on aimerait créer des verticales, et voilà, c'est un partenariat, voilà. Ok, est-ce que ça t'intéresse? Nous, on le regarde un peu avec des gros yeux, le truc, en se disant, attends, nous, on est un petit indépendant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous manger, il veut transformer notre truc en sapin de Noël, encore une fois. Il va avoir la main sur l'édito, c'est pas possible. Je lui dis, non, on verra plus tard. Nous, on est
le village gaulois. Donc on va le rester. Et puis les années avancent, on continue à discuter. De temps en temps, il me rappelle. Puis un jour, je lui dis, écoute, là, j'en ai marre de discuter par visio, on se voit. On se file rendez-vous à Paris, dans les locaux d'Ouest France. Et là, il me présente son patron et puis on discute vraiment ouvertement. Et il me donne le deal. Le deal, il est simple, c'est vous entrez en sous-domaine chez Ouest France, vous profitez de la puissance du domaine. On vous met à disposition une équipe SEO. On vous met à disposition des moyens techniques, des logiciels, choses comme ça, que eux payent pour nous. On vous met à disposition nos équipes techniques pour travailler sur les évolutions de votre site, etc. On vous met à disposition la régie pub avec laquelle vous travaillez, vous faites ce que vous voulez. Nous, en échange, qu'on veut juste, c'est que vous respectiez votre ligne édito, celle qu'on a acceptée, on ne change pas du jour au lendemain, et que on puisse vous mettre sous un sous-domaine pour pouvoir voilà, étendre la puissance du nom de domaine Ouest France et travailler ensemble sur des verticales pour construire du contenu à valeur ajoutée pour le lecteur. C'était hyper questionnant, tu vois. Moi, j'en ai rencontré pas mal des acteurs du secteur. C'est le premier qui me dit, ah, et ce qui me dit en plus, il n'y a pas d'obligation, on signe un contrat d'un an, vous vous barrez à la fin de l'année si vous êtes pas content. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et ah oui, il paye aussi la moitié des frais Migration. d'adaptation de l'UX à Ouest France. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils me donnent tout, ils me donnent une équipe, etc. Et ils veulent pas grand-chose en échange, quoi. C'est quoi le loup, quoi? Il n'y a pas de loup, en vérité. C'est incroyable. J'étais chez Ouest France la semaine dernière pour un petit séminaire avec des partenaires. Donc, j'ai rencontré plein d'autres éditeurs. C'est super intéressant. On a rencontré tous les acteurs de Ouest France avec lesquels on travaille. Donc, la régie publicitaire, les experts SEO, les experts IA, les éditeurs, les administrateurs du groupe. Enfin, bon, voilà, on a rencontré vraiment beaucoup de personnes pour pouvoir travailler ensemble. J'ai rencontré Ghislain et Guillaume, qui sont mes deux experts SEO avec lesquels je travaille. Je leur demande un truc, je leur demande une analyse, je leur demande des précos. Et je les ai tout de suite, quoi, tu vois, on avance ensemble. Et tout ça, c'est gratuit. C'est juste pour nous accompagner, pour qu'on soit meilleur. Donc moi, ça m'intéresse super, d'autant plus qu'on est dans un moment, ce qu'on disait tout à l'heure, où il faut se regrouper. Un éditeur indépendant comme ça, aussi petit que nous, il est mort. On est mort en SEO, on est mort financièrement, on est mort dans les enjeux de monétisation, on est mort partout, quoi. Et l'authenticité et la sincérité avec laquelle Ouest France nous a approchés, nous a bluffés. Et moi, c'est pour ça que j'y vais. Moi, mon seul, comment te dire, ça va faire encore un peu innocent et naïf tout ça, mais ce qui m'a accroché, c'est pas ce qu'on va gagner financièrement, c'est la relation humaine qu'on est en train de construire avec eux. Franchement, c'est hyper agréable de travailler avec une équipe comme celle-là. J'ai rarement vu ça. Donc, je touche du bois pour que ça continue. Mais on est très loin d'avoir utilisé le plein potentiel de ce partenariat pour l'instant. On le fait step by step, mais c'est super. Tu vois, à Diti, la régie pub, quand on arrive, ils nous font un plan de tagage. Genre, putain, j'avais des pubs partout. Moi, je dis stop. C'était pas ça le deal. Je vous ai dit OK pour la monétisation, mais doucement. Ils m'ont dit, tu veux quoi? Je dis, je veux le pavé, un pavé dans le texte, une bannière en haut, c'est tout, quoi. Ils m'ont dit, d'accord, ça va rien. Ils me disent, ça va rien générer, hein. Ouais, je sais, mais je veux conteste. Pas question de casser l'UX. Ils m'ont dit, OK, on s'en fout, c'est pas le sujet. On teste. Et là, on est en train de réfléchir à tester d'autres affichages, mais on va voir, quoi. Tu vois, ça se fait step by step, sans contraintes, sans enjeux financiers immédiats. Juste, on essaye de construire quelque chose de vertueux ensemble. Je suis vraiment ravi de ce partenariat. Si vous cherchez à gagner de l'argent tout de suite, allez ailleurs, probablement. Mais si vous cherchez à construire quelque chose de pérenne, de durable, d'agréable, d'humain, bah, vous êtes à la bonne adresse, je pense. Et j'ai Ouais, pas de non, part chez West of France. ouais, c'est pas du tout un rachat, c'est vraiment un partenariat. Donc, si je résume, eux gèrent toute la partie régie, donc tout le display sur votre site. Vous avez la liberté de continuer à monétiser via des partenariats en direct si vous le souhaitez. Et vous avez accès à toutes leurs équipes. Donc, c'est plutôt pas mal comme deal. Ouais, ils prennent 30% des revenus publicitaires.
On est libre de monétiser comme on veut le reste. Potentiellement, c'est pas encore le cas, mais ça va venir dans les mois à venir. On va être affiché en homepage de Ouest France et nos contenus remonteront. On sera dans les verticales, etc. Donc voilà, on va exister là-dessus. Voilà. Et puis, ils sont toujours à notre disposition pour nous accompagner sur nos stratégies SEO, nos stratégies de contenu, nos questions techniques. Voilà. Ouais, puis tu disais qu'ils prennent 30%, mais au bout du compte, en fait, quand tu rejoins la régie Ouest France, j'imagine que tu gagnes plus qu'avec des pubs AdSense sur ton site parce que tu as accès à leur pouvoir de négociation, tu as accès à leur réseau. Et donc, je pense que l'un dans l'autre, en fait, tu gagnes pas moins que si tu avais tes propres pubs. Non, d'une part. En plus, c'est eux qui font tout ça pour moi. Ils le font avec tact et finesse. Parce qu'une fois que tu as mis un tag et un script dans ton truc et puis qu'ils en foutent partout sans que tu contrôles quoi que ce soit, c'est pas possible. Donc avec eux, c'est pas le cas. Voilà. Donc pour moi, voilà, les voyants sont ouverts. Là, on va pouvoir avancer, construire ensemble. Moi, je mise le long terme. Peut-être je me trompe parce que ce qu'on a parlé tout à l'heure, peut-être que voilà, ça va me tomber dessus à court terme, mais néanmoins, voilà, je suis pas dans un objectif de rentabilité immédiate. Hum, hum. Avant tout l'UX. Avant tout l'UX. Après, je me pose simplement la question, je pense que le fait de migrer ton site sur un sous-domaine WordPress, pardon, West France, euh, ça, c'est à la fois un super signal pour Google dans le sens où ça fait un peu grimper ta cote parce que tu fais partie d'un sous-réseau West France. Et à la fois, on est quand même en train de voir Google qui durcit fortement ses règles. Tu vois, par exemple, là, ils ont striké tous les sous-domaines de code promo des gros médias. Euh, Clairement, ils sont en train aussi de tirer la vis sur les gros médias qui délèguent la production de contenu à d'autres entreprises. Et donc, il y a forcément une question de comment c'est vu par Google sur la durée. Parce que dans le cas présent, ce n'est pas une délégation de production de contenu, c'est simplement qu'ils ont intégré sur un sous-domaine votre site. Mais ouais, je me demande comment Google va appréhender ça. Et le problème, c'est qu'il l'appréhende de manière algorithmique. Tu vois, il ne connaît pas les termes de ton deal. Lui, tout ce qu'il voit, c'est il y a du contenu qui est produit sur un sous-domaine West France. Mais comme tu le disais, en fait, ça fait tellement de sens dans le sens où West France, pour lui, c'est des thématiques spécifiques qu'il met sur les sous-domaines que je pense que sur la durée, ça devrait être positif en termes de SEO. Tu sais, à court terme, c'est 20% de trafic en plus. Depuis fin décembre. On a vu le truc, on a vu la courbe hop, partir. Donc ça, ok. Et moi, je crois, je me trompe peut-être, je suis peut-être encore un peu angélique, mais je crois à la capacité de l'algorithme de Google de repérer l'authenticité et la sincérité. Et très basiquement, quand on reprend l'histoire du SEO, tu te souviens quand ces sites étaient ultra optimisés, qu'on foutait des mots-clés tout en bas de la page, etc. C'était n'importe quoi. Ça n'avait pas de sens pour l'expérience de l'utilisateur. C'était juste pour nourrir un algorithme. Et l'algorithme, il s'en est bien rendu compte à un moment. Donc ça, c'était flagrant. Mais aujourd'hui, les choses, elles sont moins flagrantes, mais je pense qu'il repère ces signaux-là. Et je pense que la sincérité, l'honnêteté, l'authenticité, c'est la base d'un engagement sur le digital. Et si tu fais pas ça, t'es mort. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter aussi les grandes règles techniques, mais le fondement, c'est ça. Si tu n'as pas d'authenticité, tu n'auras rien derrière. Tu peux appliquer toutes les techniques que tu veux. Si tu n'es pas authentique, ça ne servira à rien. Et l'algorithme, je pense, le voit. Je ne sais pas comment, mais je pense le voit. Et j'avoue qu'à plusieurs reprises, on a constaté ça. Donc, à vous. À vous. Je pense que je peux te donner une piste sur la manière dont l'algo le voit. Euh, c'est tout simplement que toi, en tant que personne, tu le vois. Quand tu tombes sur un article qui a été clairement créé par ChatGPT, tu t'en rends compte au bout de 30 secondes et tu te barres. Et en fait, Google aujourd'hui, notamment via Chrome et via d'autres outils, il mesure le comportement de l'utilisateur. Donc s'il voit que toi, tu arrives sur un site, tu dis 10 secondes et tu te barres, bah, il s'en rend compte que c'est parce que le contenu est mauvais. Et je pense que de plus en plus, l'algorithme et le machine learning de Google euh, se nourrit du comportement des utilisateurs parce qu'ils savent que finalement, il n'y a pas mieux qu'un humain pour se rendre compte si un contenu n'est pas authentique. Parce qu'un algo, il ne peut pas Merci. savoir ça. Mais évidemment, et merci. Parce que tu viens de dire que c'est important que c'est l'humain qui décide de tout à la fin, quoi, tu vois. Et moi, je pense que c'est vraiment le plus important. Donc, il faut avant tout être à l'écoute
certes des avancées techniques, mais avant tout de la manière dont l'humain réagit aux avancées techniques. Ça, c'est le plus important. Faut jamais garder ce cap-là, quoi. Bon, voilà. Mais encore une fois, je veux dire, j'ai pas la solution à rien et on est vraiment en pleine tempête, nous aussi, donc j'ai aucune leçon à donner à personne là-dessus, quoi. Et je suis vraiment très curieux de tous les avis des autres éditeurs. Euh, Tu vois, nos conversations, elles sont riches, quoi. Nos échanges, ils sont riches. Alors, on se connaît pas depuis longtemps, on échange de manière, voilà, petit à petit. Mais c'est ultra riche. Je sais qu'on partage les mêmes préoccupations. Je sais qu'on partage le même constat, les mêmes constats. Et ça, c'est ultra intéressant parce que ça évolue tellement vite, tellement vite. Je sais pas quel âge t'as. Moi, j'ai 49 ans. Et rends-toi compte que j'ai vu naître la radio libre, quoi. Tu vois, en France, avant 81, c'était des radios d'État, quoi. Et avec et quand je fais des conférences sur l'enjeu du social, sur la communication, et c'est très intéressant de regarder l'histoire des médias parce qu'on se rend compte que finalement, tout était prévu. La petite graine, elle était semée dès 1981 parce qu'avec la création de la radio libre, on a créé la libre antenne. Et Super Nana, Mahler, Doc Eddie Fool, et puis plus tard, le téléphone sonne, là est l'amour et vous, etc. Et en fait, là, on se rendait compte que ce n'était plus le sachant communication verticale qui avait la parole et qui s'exprimait à ceux qui écoutent, mais qu'on était dans une démarche horizontale. L'auditeur devenait producteur du contenu qu'il réalisait. Et le web, qu'on a pendant un temps appelé Web 2.0, Web social, etc., ben c'est justement ça. Il a fait de l'interaction la reine des actions et de l'expérience de l'utilisateur. Donc finalement, tout ça, quand tu regardes l'histoire des médias, tu te rends compte que c'était extrêmement logique. Je te donne l'exemple de la radio, mais j'ai aussi des exemples dans la presse et la télévision. Donc moi, vraiment, je crois à... Et tout ça, comment dire, c'est contrôlé par l'expérience humaine. C'est avant tout l'expérience humaine qui a donné suite ou fin à certaines expériences. Le Minitel, s'est arrêté, c'est qu'à un moment, l'humain n'était plus en phase avec l'outil. Notamment, c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons. Et donc voilà, moi je crois encore à l'humain pour les années à venir dans les actions qu'on entreprend sur le web. Ouais, puis comme tu disais, c'est intéressant d'être en contact avec d'autres médias et d'avoir des échanges riches. Et c'est peut-être ça aussi un avantage de votre deal avec Ouest France, c'est que tu fais partie d'une communauté d'autres sites qu'on rejoint. D'ailleurs, quand tu es allé ce rendez-vous chez Ouest France, vous étiez combien de médias? D'ailleurs, il y a combien de médias en tout qui ont rejoint ce De réseau? mémoire, je vais peut-être dire une bêtise, là, c'est l'équipe qui le dirait le mieux, Cédric, je pense, mais je crois qu'on est à 46. 46 éditeurs, 39 médias ou un truc comme ça, ou tu vois, un truc comme ça, non, 30-40 quoi. Une petite cinquantaine. Là, on était au séminaire, on était une petite trentaine, 25 ou 30. Euh, mais j'ai rencontré des éditeurs qui étaient. Tous m'ont dit la même chose. Tous m'ont dit. Moi, c'était la première fois que j'y allais. Hein, certains étaient depuis longtemps, mais tous m'ont dit la même chose. C'était génial. On a pu rencontrer d'autres éditeurs, discuter ensemble de nos problématiques, échanger sur nos enjeux. La semaine prochaine, je vais à Paris, dans les studios de MCE que j'ai rencontrés chez Ouest France. Parce que avec la directrice, on s'est rendu compte qu'on avait des enjeux communs, même si nos sujets sont différents. Et je suis intéressé de voir comment elle a fait évoluer MCE. Donc voilà, c'est un exemple. Je discute avec Quand Partir aussi sur les questions du voyage. Enfin bon, voilà, avec Wills sur le vélo. Ils ont des super outils, ils ont des super médias, ils ont des super idées, ils ont développé des trucs très différents tous. Et le fait de discuter ensemble, on s'est dit, mais putain, mais il faut qu'on soit ensemble évidemment pour défendre nos intérêts. Et moi, je pense que c'est vraiment ce qui manque, c'est des espaces de rencontre et d'échange entre nous, quoi. Ouais. On peut Ouais, voir non. des espaces de lobbying à un moment, mais bon, voilà, chaque chose en son temps. Mais dans un premier temps, déjà qu'on s'unisse et qu'on fasse valoir la force des indépendants. Mais c'est un peu comme le combat entre les TPE, les PME en France et puis les grands groupes. Tu vois, c'est exactement le même. Donc voilà, à un moment, il faut s'unir pour défendre aussi nos intérêts, je pense. Ouais, non, je Et suis puis d'accord avec apprendre de toi. l'autre. Je suis d'accord avec toi que des fois, nous, en tant qu'éditeurs, moi, quand je parle à des annonceurs, je me sens en position d'infériorité, quoi. Tu vois, même des fois, tu dois te faire payer une facture. Et tu vas avoir des annonceurs qui vont te dire, ouais, ouais, non, t'inquiète, je te paye bientôt. Et puis finalement, tu cours avec après ta facture pendant des mois. Euh, et en fait, tu sais que l'annonceur peut se le permettre parce que tu es un éditeur parmi tant d'autres. Alors que si d'un coup, tu lui dis, non, mais attends, si tu me payes pas, c'est la totalité des éditeurs qui travailleraient plus avec toi. Là, d'un coup, le pouvoir, il est différent. Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait Non, que, ouais. mais clairement, mais tu donnes un exemple qui est intéressant, mais sur cet exemple très précis, nous, on est staffé indépendamment. Parce que moi, j'ai un groupe d'agence, donc j'ai une personne qui fait de la relance. On peut faire
appel au tribunal de commerce, on aura une injonction de payer, on va envoyer l'huissier, on sait le faire ça, tu vois, parce qu'on est déjà en but à ce problème-là sur les questions d'agence. Mais nous, indépendamment, on sait le faire, mais le petit éditeur du coin, il sait pas le faire, lui, il est perdu face à ça. Et je pense qu'il faut qu'on se rende compte, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on discute ensemble, parce que je pense qu'on a tous beaucoup à apprendre les uns des autres, et éventuellement à mutualiser certains efforts pour faire valoir nos intérêts de manière générale. Parlons Pas d'un... contre, c'est pas pour être contre les marques ou contre les agences ou contre les gros, c'est pas ça. C'est pour être aussi un acteur qui compte et pouvoir faire entendre notre voix et créer encore un peu plus de diversité dans cet univers, quoi. Ouais, ouais, juste avoir une balance de pouvoir qui est équilibrée, quoi, simplement. Bien sûr. En parlant d'impayé, tu connais le service Ruby Payer? Le service, pardon? Ruby Payer. Pour tous les petits éditeurs qui nous écoutent et qui se trouvent face à un problème d'impayé, Ruby Payer, c'est vraiment... je suis pas sponsor du tout, hein. C'est ce que j'allais te dire, tu me fais ta capsule. Non, non, c'est juste que j'utilise ce service depuis des années et que les mecs ont révolutionné le domaine du recouvrement. C'est vraiment fabuleux. En fait, du coup, si tu as une facture impayée, tu l'envoies chez eux. Eux vont s'occuper de faire d'abord les relances par courrier avec accusé de réception, par SMS. Ils vont appeler, puis derrière, tu peux passer aux étapes suivantes. Et tout est intégré, tu vois, dans un mode très moderne, où administrativement, c'est hyper simple. Et franchement, les mecs font du très, très bon boulot. Et ne fonctionnent qu'à la perf. Et je veux bien te croire parce que jamais tu aurais fait un placement produit à 1h06, quoi, tu vois. Faire Plus bien personne n'écoute déjà. Ok, du coup, aujourd'hui, comment tu vois Je suis papa dans 5 ans Bon, c'est compliqué, hein. Tu me posais la question à moi, je ne saurais pas te répondre pour mes propres médias. Euh, mais comment tu vois le truc et surtout avec l'évolution de la manière dont les gens consomment l'information, qui est quand même en train de changer à un niveau, tu vois, moi, en 10 ans, j'ai jamais vu vraiment de changement profond. Et là, je me dis, ah ouais, là, les choses changent. Comment tu le vois du coup? Tu sais, notre objectif, avant la refonte, notre objectif quand on a fait la refonte, etc., notre objectif, c'était de devenir un média leader, hein, dans le domaine de la parentalité, en trouvant notre place comme média fait par les parents pour les parents. On a des médias faits par des journalistes, on a des médias faits par des experts, des pédiatres ou voilà, des experts de la parentalité, de la puériculture, etc., de l'enfance. Et nous, on était le seul média, un des seuls médias faits par les parents pour les parents. Voilà, on était clairement positionné, c'était bien. Et on s'est Moi, je voulais qu'on en soit un média leader du domaine de la parentalité avec plusieurs millions de visites. Aujourd'hui, tout a changé parce que les cartes ont été rebattues sans qu'on s'y attende vraiment dans tous les sens, hein. Référencement, monétisation, etc. Et puis, il y a un truc qui a disparu aussi, c'est la visibilité. Ça, tu le laissais entendre dans ta question. Mais qu'est-ce qu'on en sait de ce qui va se passer dans 6 mois, quoi. Tu vois, j'en sais rien. Donc aujourd'hui, nous, nos actions, très clairement, elles sont positionnées autour de nous, c'est-à-dire que on poursuit notre fonte, même si on a mis en ligne en décembre, il y a toujours des ajustements à faire, on enrichit notre contenu, etc. Mais est-ce qu'on le fait pour optimiser pour dans 10 ans, ou est-ce qu'on le fait parce que dans 3 mois, ça sera mort? J'en sais rien. J'en sais rien. Tu vois, on en revient un peu à ce qu'on s'est dit en début d'épisode. L'information va être totalement accessible tout le temps, partout avec l'IA. Mais un truc que les gens vont jamais donner à l'IA, c'est leur besoin d'interconnexion, leur besoin de s'attacher à des personnes. Et c'est pour ça que je pense que l'influence va pas perdre, elle, en importance, parce que les gens, ils auront toujours besoin d'avoir d'autres personnes qu'ils aiment et qu'ils veulent suivre sur Internet. Donc, je pense que le fait d'avoir des personnes auprès desquelles les visiteurs s'attachent, ça va être clé pour réussir dans les médias. Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, puis ça me fait penser à quelque chose que j'avais complètement oublié. C'était une idée qu'on avait et que qu'on n'a pas développée parce que manque de temps, etc. Nous, on pense qu'on voulait créer sur Je suis papa, et c'est toujours dans l'idée, un espace communautaire. Créer de l'interaction, justement. Parce qu'on est très vertical, finalement, Je suis papa. On dit, ils écoutent, enfin, ils lisent, et puis c'est tout. On voulait créer un espace plus horizontal, qu'on a déjà sur un groupe Facebook où les jeunes parents échangent entre eux. Mais on voulait créer un espace où les jeunes parents pourraient échanger entre eux, avec pourquoi pas les petites annonces, avec pourquoi pas aussi du forum, enfin bon voilà, quelque chose de très ouvert pour créer de l'horizontalité. Peut-être que c'est quelque chose vers lequel on pourrait aller parce que peut-être que ça va préserver une partie de notre activité. On n'incarnera pas le propos, on sera jamais influenceur, enfin on sera plus jamais influenceur,
mais néanmoins, essayer de retrouver du lien avec notre communauté, nos lecteurs, c'est peut-être par là qu'il faut aller, quoi. Mais ça reste à construire, enfin, imaginer, à construire, structurer, Ouais, tu as un financer. outil qui est pas mal pour ça, c'est Discord, qui permet de créer des communautés plutôt sympas. Euh, Parce que c'est vrai que tu m'aurais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit le forum. Mais Ouais, aujourd'hui, je pense que les exactement. forums sont moins utilisés. Et bon, le problème de Discord, c'est que c'est comme toujours, tu vois, tu te crées, tu mets des efforts démesurés pour créer une communauté sur un outil propriétaire. Et au bout de 4 ans, bah, soit cet outil perd en visibilité, soit les conditions changent et ça se retrouve avec un prix que tu Ouais. peux plus assumer. Et c'est pour Et en ça fait, qu'on se ouais, demandait, et c'est pour ça qu'on se demandait si cet espace, on n'allait pas le développer nous-mêmes, quoi. Tu vois, quitte à ce qu'il soit un peu plus bancal, mais qui nous ressemble et qui ressemble aux jeunes parents, quoi. Voilà. Donc, mais c'est long, c'est lourd, c'est coûteux, c'est, oui, je sais pas, là. J'avoue. Mais pourquoi pas? L'idée, elle est, je te rejoins sur l'idée qu'il faut créer du lien, il faut créer de l'humanité, il faut faire ensemble se rencontrer les gens. Enfin, je veux dire, c'est l'idée du web quand même initialement. Donc, bah, restons là-dessus. Mais comment, pourquoi? Et tu vois, bon voilà, ça je sais pas. Et tu vois, tu parlais de Discord, parle-en avec Vincent et Florent chez Affilize. Ils ont une solution pour monétiser les contenus Discord ouais, désormais. Ouais, ouais. ok, Dans mon souvenir, ils ont travaillé là-dessus. Donc, ouais, ouais, ouais. Donc, tu vois, voilà, c'est effectivement un sujet. ok. Écoute, on est en train d'arriver vers la fin de notre épisode. J'espère que les gens nous auront écoutés jusque-là. Petite question, si tu devais lancer un nouveau média aujourd'hui, comment tu t'y prendrais en fait? Est-ce que tu relancerais un blog de la manière dont tu l'as fait en 2011 ou est-ce que tu ferais des choses complètement différemment? Euh, avec mon expertise d'aujourd'hui, je le ferai plus à l'aveugle, les décisions. Je ne prendrai plus la décision à l'aveugle. J'aurais deux solutions. Soit je choisis d'en faire un loisir, c'est du fun. Je refais le blog, enfin je fais les choses comme j'ai envie, pas en fonction d'indicateurs de performance. Soit je veux monter un vrai business avec voilà, un vrai support. Et dans ces cas-là, j'y vais avec des financiers. Et on met de l'argent sur la table et avec un rétro-planning, avec des jalons, des étapes et une rentabilité au bout. Ouais. Mais j'irai sérieusement. Je pense que si vraiment on veut créer un business, on le fait pas. On ne peut plus le faire en claquant des doigts comme on faisait il y a 15 ans, quoi. Ça n'existe plus, ça, sur le web. Ouais, clairement, j'ai l'impression qu'on avait quand même on a lancé notre média à peu près au même moment. C'était quand même un âge d'or pour partir de zéro en fait. Euh, je pense Ah que ce ben serait oui, beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Euh, et clairement. bon Mais timing. on a découvert, enfin, on a vécu un truc assez génial quand même. Alors, dont beaucoup de gens se foutent totalement, mais nous, on a vécu une espèce de petite révolution, quoi, qui nous a intéressés, qui nous a passionnés. Et c'est incroyable. C'était incroyable. Ça l'est toujours un peu, mais c'est plus le même ruée vers l'or, Eldorado. Je sais pas, c'était la découverte de l'Amérique. Ouais. Ok, écoute, pour terminer, est-ce qu'il y a un entrepreneur dans le monde des médias, soit que tu connais, soit que tu admires et que tu aimerais suivre et que tu voudrais voir interviewer dans ce podcast? Je sais pas si je dois te dire ça, mais tu sais, on parlait de Vincent et Florent. Moi, je pense que tu devrais parler avec eux. Non, mais tu vois, il y a des acteurs comme ça. Moi, je serais intéressé. Alors, je sais pas si tu as déjà invité des gens de chez Philae, Awin, etc. Je serais intéressé d'avoir leur point de vue sur les questions qu'on a abordées là récemment, parce que peut-être que tu vois, ton podcast, ça pourrait être l'initiateur d'un dialogue entre éditeurs indépendants et, des grands acteurs de l'industrie. Peut-être, tu vois. Je sais pas, mais je serais intéressé de les entendre sur ce sujet, sur ces sujets-là là, qu'on a abordés là. Pas Ok, leur truc de héroïne, machin, de performance pour les grands groupes, etc., qu'on voit quand ils gagnent des prix, etc., dont on se fout royalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans le dur, là, qu'on parle des choses concrètement, quoi. ouais. Ok, écoute, je vais voir. Bon, pour Affilize, ils sont déjà passés sur le C'est podcast vrai, excuse-moi. de mon ami Renan, qui fait très bien le job déjà. Et je me dis, bon, est-ce que je leur fais redire la même chose? Non, pas À voir. intéressé. Mais ok, ouais, je vais regarder. Je pense qu'en effet, le fait d'avoir quelqu'un vraiment du monde de l'affiliation, ça serait intéressant, tu vois, pour avoir le point de vue opposé, tu vois. Peut-être que le mec va nous dire, non, mais vous êtes Exactement. sympa, mais vous avez pensé à nos problématiques à nous. Et Exactement. Mais très intéressant. Et même peut-être pourquoi pas. Alors, je sais pas si tu peux le faire ou comment tu peux le faire, tu vois. Mais une table ronde
une marque, une boîte d'affiliation, un ou deux éditeurs. Ouais, j'aimerais bien avoir ça autour de la table pour qu'on discute un petit Le peu. bain de sang. Non, non, mais ça peut être très intéressant. Ça pourrait être très intéressant. Mais tu vois, ton podcast est une excellente idée. Et ton format, qui n'est pas un format facile, qui n'est pas le format le plus simple à diffuser, il est nécessaire. Parce que tu vois, là, ça fait 1h15, 1h15 qu'hier, on pourrait continuer, on pourrait boire un coup et continuer à discuter. Alors, peut-être pas boire un coup à cette heure-là, mais continuer à discuter en tout cas. C'est clair. Écoute, merci encore, Olivier. Je pense que tu as été hyper sincère dans tout ce que tu as dit. Et ça, En fait, je pense que c'est aussi ça qui est difficile quand tu fais un podcast avec des éditeurs. C'est qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui sont là. Ah non, moi, je fais ma tambouille, j'ai pas envie de partager. Et donc, c'est pas forcément facile de trouver des éditeurs qui sont plutôt dans une démarche de partage. Alors finalement, c'est un domaine dans lequel il n'y a pas tant de secrets que ça. Tu vois, tout le monde fait plus ou moins les mêmes choses de manière un peu différente. Mais c'est aussi en partageant nos méthodes que ça peut tirer tout le monde vers le haut. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Un vrai plaisir. Et pour ceux qui nous écoutent, qui nous ont écoutés jusqu'ici, merci beaucoup. Pour rappel, Click, c'est aussi une newsletter qui vous envoie toutes les semaines un récap de l'actualité, de ce qui se passe dans le monde des médias, du SEO et de la monétisation. Donc, si vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien dans les commentaires. Et je vous dis donc au prochain épisode. Merci encore, Olivier. Bientôt.